Bon, et bien voilà, pour la première ça tourne. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Allons-y! Monster! Good Will Hunting, film réalisé par Gus Van Sant, sorti en 1997, où on suit un jeune surdoué, Will Hunting, interprété par Matt Damon, vivant seul chez lui à Boston South, dont la particularité est d'être un véritable génie, mais aussi un autodidacte. Will traîne très souvent à Boston Sud, en compagnie de ses potes de toujours, Chucky, Morgan et Billy, interprétés respectivement par Ben Affleck, Casey Affleck et Cole Hauser, pour boire des bières, regarder les matchs de baseball et se castagner avec les gens. Bref, la vie d'un jeune adulte quoi. On verra tout ça au long de la vidéo, mais Will est un asocial qui s'ouvre très difficilement aux gens. Son caractère ambiant et sa susceptibilité font de lui une personne qui cherche à rejeter les gens autour de lui. Sauf pour ses potes, of course, bro for life. La vie professionnelle de Will n'est pas des plus passionnantes également. C'est un concierge et balayeur au sein de l'université de la Massachusetts. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. L'Institut de technologie là, et qui existe vraiment d'ailleurs. C'est un institut qui est spécialisé dans le domaine de la technologie et de la science pour info. Au sein de cette institution, un professeur du nom de Gérard Lambeau, interprété par Stellan Skarsgård, donne régulièrement des cours. C'est un célèbre mathématicien et a eu la récompense suprême du médaille Field. C'est comme obtenir l'Oscar du meilleur acteur, si on doit comparer ça avec le monde du cinéma. Ce dernier propose régulièrement des problèmes mathématiques à résoudre à ses étudiants. Lors d'une journée de travail tout à fait banale, Will passe devant un tableau noir avec le problème mathématique du théorème de Fourier à résoudre. Le professeur Lambeau le surprend un jour en train de résoudre un de leurs problèmes qu'ils ont mis 2 ans à résoudre un pour info versus 8 secondes pour Will. Ce dernier s'enfuit et le professeur regarde le tableau pour constater les dégâts du graffiti perpétré par cet individu grotesque et que voilà-je! Looks right. Will et ses amis sortent comme d'habitude dans un bar, cette fois-ci de l'école d'Harvard. Et Chucky tente une percée pour essayer de scorer un magnifique touchdown lorsqu'il se prend un contre d'un étudiant d'Harvard, qui le clash dialectiquement parlant. Will arrive à la rescousse et se transforme en un mix de Karl Marx et Eminem pour l'humilier devant ses amis et les filles que Chucky tentait de séduire. Un vrai bro ce Will. You're going to be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist way back in 1740. That's going to last until next year. You're going to be in here regurgitating Gordon Wood, talking about, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. お前はもう死んでいる。何？ But is that your thing? You come into a bar, you read some obscure passage, and then pretend you pawn it off as your own? Skylar, la fille qui venait d'assister au clash et qui est interprétée par Mind Driver, échange avec Will et lui donne son numéro de téléphone. Will en profite pour troll l'étudiant d'Harvard Clark en le narguant d'avoir eu le numéro de téléphone de Skylar. Le professeur Gérard Lambeau est à la recherche de Will après qu'ils aient résolu son problème mathématique. Il le retrouve au tribunal en plein jugement pour une agression que Will aurait fait sur un policier plus tôt dans le film. Le professeur est très impressionné par Will puisque ce dernier prend sa défense au tribunal et n'a probablement pas besoin ou pas les moyens d'avoir un avocat. Et il préfère donc se défendre par lui-même au vu de ses connaissances personnelles. Malgré cette bonne défense, Will est néanmoins condamné et le professeur Gérard Lambeau s'entretient avec lui. Ce dernier a échangé avec le juge et il accepte de le libérer en condition que Will soit sous la garde du professeur, qu'il travaille pour lui dans le combinatoire supérieur. En plus de ça, le juge souhaite que Will aille voir un psychologue, sinon c'est direction casse-prison. Will accepte même s'il est réticent pour la séance de psy, il participe aux sessions de mathématiques avec le professeur. Les sessions de psy en revanche, Will humilie chaque psychologue que ce dernier rencontre. Et il arrive à leur faire perdre leur sang-froid au même titre qu'un Al Capote devant son psy. Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je suis qu'une pute à moustache, une pute à couilles. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Vous êtes une pute. Là, je vous assure qu'il y en a. Le professeur, frustré de la situation, décide de faire appel à son colloque de fac, qui est devenu professeur de psychologie, Shane Maguire, remarqué comme mon anglais est impeccable, interprété par le légendaire et regretté Robin Williams. La première séance commence et un bras de fer psychologique s'opère entre Will et Shan. Devant une peinture, Will prend l'avantage en interprétant à sa manière la réalité psychique de Shan. Will fait mention à la femme de Shan et ce dernier est directement sur la défensive, fixant les limites de la séance. Why'd she leave you? Was she, banging some other guy? If you ever disrespect my wife again, I will end you. I will fucking end you. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Pas sympa le Will.
La séance de psy est donc levée et Will a pris le dessus sur les sentiments de Shan. Mais contre toute attente, Shan souhaite refaire une séance avec lui. Entre temps, Will pécho Skylar et une nouvelle séance de psy commence le lendemain. Ouais, j'ai vite expédié le rendez-vous amoureux, que voulez-vous. Et la revanche de Shan s'opère. Shan indique à Will que ses paroles ne le toucheront plus, que malgré sa grande connaissance sur tous les sujets, Will n'a jamais ressenti les émotions d'être devant physiquement une œuvre d'art, un tableau authentique comme la Joconde au Louvre, ou encore vu le plafond de la chapelle Sixtine. Will a lu, et même vu probablement les histoires à travers la construction de ses œuvres, mais à travers des bouquins seulement. En d'autres mots, qu'il n'est jamais sorti de Boston. En lui racontant les périodes dures de sa vie, que j'analyserai plus dans la seconde partie, je vous rassure, une première carapace se brise au sein de Will, lorsque Shan lui dit qu'il voit en lui un monde qui crève de trouille. Finalement, Shan arrive à convaincre Will de venir à ses séances. C'est une victoire pour Shan, mais Will n'a pas dit son dernier mot. En réalité, il n'en dira aucun lors des prochaines séances. Jusqu'au jour où ils discutent sur le véritable sens de l'amour, des imperfections de la personne qu'on aime et du fait que Will ne souhaite pas rappeler Skylar, car pour le moment, c'est une personne parfaite, et ce dernier a peur de plus la connaître et découvrir des défauts d'elle, ce qui entachera l'image de femme parfaite qu'il se fait d'elle. Après cette séance, Will souhaite passer plus de temps avec Skylar lors d'un rendez-vous amoureux dans un cynodrome. Bon, c'est pas le premier lieu que j'aurais pensé pour ma copine perso, mais bon, que voulez-vous. Skylar tente de connaître un peu plus du passé de Will, le nombre de frères qu'il a et leur nom. I have 12 big brothers. You do not No, I have swear to 12 God, I brothers. swear to God. I'm lucky 13 right here. Will décide de présenter Skylar à ses amis et passe un bon moment dans le bar. Chacun raconte une histoire un peu salace et fustige lors de la blague de Skylar qui est particulière. Fin de soirée au bar, lorsqu'il est temps de rentrer, Chucky demande à Will de le déposer chez lui en voiture. Et Will est très fermé à l'idée de montrer à Skylar son quartier et surtout sa maison. Chucky se rend compte du mensonge de Will concernant ses frères lorsque Skylar indique qu'elle souhaite les rencontrer. Pendant ce temps, le professeur Lambeau et Sean Maguire se rencontrent dans un bar pour discuter de l'avenir de Will. Le professeur indique qu'il reçoit des demandes d'offres d'emploi de toutes parts dans plusieurs entreprises, dont la NSA. Sean ne tolère pas cette émancipation de Will, car pour lui il n'est pas prêt à réfléchir à son avenir tant qu'il n'aura pas réglé ses problèmes du passé. Deux visions s'entrechoquent alors. Entre le professeur qui souhaite diriger Will afin que ce dernier donne sa contribution au monde, et de l'autre Sean qui souhaite préserver Will de ces tentatives de manipulation du professeur qui ne pense qu'à sa gloire et son médaille field. Un matin au réveil, Skylar tente de se projeter dans l'avenir avec Will et émet l'idée à ce dernier de venir avec elle en Californie. Cette idée d'émancipation fait stresser Will, la dispute va loin et Will souhaite partir, mais Skylar tente de le retenir. Will craque complètement et avoue à Skylar son enfance très compliquée, le fait qu'il se faisait battre, voire même pire pendant toute son enfance, alors qu'il passait de famille d'accueil en famille d'accueil. Skylar, remplie de compassion et de bienveillance, tente de convaincre Will qu'elle sera là pour lui et qu'elle veut l'aider, mais Will est fermé à l'idée et coupe net à la relation en lui disant qu'il ne l'aime plus. I don't love you. Will passe un entretien chez la NSA, mais vous avez tous dû voir cette scène sur TikTok ou un YouTube short avec un fond de Requiem for a Dream ou autre. Mais dans un très long monologue, Will fait un état des lieux assez froid sur la situation géopolitique des États-Unis et sur la NSA, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il est dans une séance de psy avec Sean. Ce dernier alors lui questionne sur son avenir, sur ce qu'il veut faire réellement à partir de son talent. Will se fout comme d'habitude littéralement de sa gueule, mais Sean, n'ayant plus la patience d'encaisser ses vannes, veut le jeter dehors, mais Will refuse et le provoque par rapport à sa femme défunte. You and your bullshit. You got a bullshit answer for everybody. But I ask you a very simple question and you can't give me a straight answer. Mais Sean le connaît. Voyant que cette provocation ne marche plus sur ce dernier, Will rage quitte complètement. Lors d'une journée de taf en tant que maçon avec Chucky, Will lui indique son projet de vie, de rester à Boston Sud, d'avoir des mômes et de taffer avec Chucky en tant que maçon. Voyant que l'avenir de son meilleur ami n'est pas représentatif de son plein potentiel, être maçon reste un métier honorable, Chucky le menace en lui disant que s'il était là d'ici les 30 prochaines années, ce serait une insulte pour lui et ses potes, qui rêveraient d'avoir juste un tiers de son intelligence pour se sortir de toutes les galères de la vie. En gros, qui gâche son potentiel. 20 years, if you're still living here, coming over my house to watch the Patriots game, you're still working construction, I'll fucking kill you. Sean et le professeur Lambeau discutent de l'avenir de Will, et une dispute éclate entre les deux visions de ce que pourrait devenir Will. Le professeur Lambeau souhaite que Will révèle son plein potentiel et qu'il se fasse violence lui-même. Et alors que Sean souhaite aider Will à vaincre ses démons intérieurs. Pour le moment, tout cela est assez abstrait.
mais j'analyserai plus en détail à cette scène dans la deuxième partie. Sean regarde le dossier de Will et on remarque des séquelles très violentes sur le corps de Will. C'est la toute première fois qu'on voit les ravages physiques de son passé qu'il a subi quand il était petit, et les potentielles séquelles psychologiques que cela a dû engendrer. Sean lui raconte qu'il avait également subi des violences physiques de la part de son père alcoolique. Will est un peu perturbé et tous les souvenirs refoulés dans son inconscient ressortent un à un subitement. Will explique également qu'il n'est plus avec Skylar. Et Sean, exaspéré par la situation de Will, va essayer de lui faire prendre conscience de quelque chose, non pas à partir des dossiers ou des rapports des psychiatres et psychologues, mais juste à partir de 4 petits mots. It's not your fault. Don't fuck with me, alright? Don't fuck with me, Sean, not you. It's not your fault. Petit disclaimer, désolé pour le ton moyennement comique de la dernière scène, mais nous allons aborder aussi des sujets assez graves, donc si vous êtes sensible au sujet de violence, notamment infantile, ou de toute autre forme de stress post-traumatique, vous pouvez quitter la vidéo ou vous rendre sur le timer qui s'affiche à l'écran pour connaître la conclusion de cette vidéo. Merci pour votre compréhension. Déjà, premièrement, je voulais absolument faire cette analyse de ce film car Good Will Hunting est un film qui m'a beaucoup marqué. Ayant vu ce film en tant que lycéen, je trouvais juste l'œuvre sympathique, même si je ne comprenais pas forcément la subtilité de ce film. Je ne l'ai revu que très récemment, c'est vraiment à partir d'une certaine maturité qu'on se rend compte de la profondeur du film. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu. Good Will Hunting est, comme vous l'avez bien compris, un film sur le stress post-traumatique faisant passer Will pendant 3/4 du film comme un véritable génie qui met absolument tout le monde à l'amende, et je pense qu'il l'est véritablement, mais dans une moindre mesure que ce que le film veut réellement nous montrer. Will est autodidacte, il peut donc tout apprendre par lui-même, et il a un véritable don dans ce domaine, dans le combinatoire supérieur, ça ne fait aucun doute. Cependant, toute la surconfiance qu'il a est essentiellement due à ce traumatisme qu'il a subi pendant son enfance. Depuis toujours, il a dû compter uniquement sur lui-même et personne d'autre, comme nous le montre la scène du jugement. Il ne prend pas d'avocat et il se défend lui-même, car il n'a aucune confiance aux institutions américaines, au même titre que les institutions l'ayant placé dans des terribles familles d'accueil. Attention, je ne dis pas que le fait de subir ce genre de traumatisme terrible nous permet d'être plus autonome, loin de là, ce n'est qu'ici que mon interprétation personnelle de l'œuvre. C'est d'ailleurs dans la séquence du tribunal qu'on apprend que Will a été placé dans plusieurs familles d'accueil et qu'il a commis par la suite plusieurs délits, entrant dans une forme d'autodestruction de sa personne. June 93, assault. September 93, assault. Grand theft auto, February 94. I'm also aware that you've been through several foster homes. The state removed you from 3 because of serious physical abuse. You know, another judge might care, but you hit a cop, you're going in. C'est ce qui arrive très fréquemment aux personnes souffrant de stress post-traumatique et de violence. Le fait de prendre soin de soi n'a plus aucun sens. C'est pour cela d'ailleurs que Will fume, passe la plupart de son temps à boire avec ses potes ou à se bagarrer dans la rue à coups de patates de forain et tout le reste. Toutes ces pertes de confiance d'une autorité fiable et de l'éducation familiale, Will le substitue par des lectures d'ouvrages philosophiques, sociaux, économiques et artistiques. Et j'en passe, que ce dernier accède dans des bibliothèques municipales. Pareil, dans la scène du clash avec un étudiant d'Harvard, cette débrouillardise qu'il a acquis lui permet de mettre facilement à l'amende un étudiant d'Harvard qui passe son temps à boire et à réciter par cœur ses cours théoriques pour une centaine de milliers de dollars, alors que Will, pour $1,50, lit les mêmes ouvrages et ressent surtout le réel sens de ce qu'il lit, sans apprendre bêtement par cœur pour des examens. Lors de la première rencontre entre Will et Sean, ce dernier cerne directement les douleurs du passé du célèbre psychologue, mais ce dernier ne se laisse pas faire en indiquant à Will qu'il n'est qu'un enfant et que ses attaques ainsi que sa surconfiance face à lui ne sont soutenues par rien du tout. Il faut savoir aussi que Sean Maguire est également une personne brisée. Il souffre de la perte de sa femme liée à la maladie, mais il souffre également du traumatisme de la guerre du Vietnam, où les cas de névrose et de stress post-traumatique étaient très élevés pour l'époque. L'article intitulé « L'état de stress post-traumatique en construction et en déconstruction » explique très bien le cas des soldats souffrant de stress post-traumatique lors de leur retour dans la vie civile. Je vous mets le lien en description, c'est un article très passionnant à suivre. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la surconfiance de Will n'est donc qu'une façade bien fragile qui cache quelque chose de terrible. C'est d'ailleurs après cette scène qu'on comprend que lorsqu'il commence à clasher une personne par le jugement et à un ton très provocateur, c'est parce qu'il est dos au mur, comme dans la scène de dispute avec Skylar, ou encore lorsque Sean, par manque de patience, souhaite virer Will lors d'une séance de psy. La relation entre Will et Sean est centrale dans ce film. Sean comprend les traumas de Will et se régit en véritable mentor, que ce soit par rapport à la vision de la vie, mais surtout de l'amour. Sean est le plus à même à soutenir Will, mais surtout de comprendre les traumas de ce dernier afin de l'aider au mieux. Et quant à Will, il voit Sean comme un père spirituel.
Conjointement à ces scènes, Will rencontre l'amour en la personne de Skylar. La gestion d'une relation amoureuse est aussi symptomatique que son trauma. Il veut juste connaître les instants parfaits, il ne va pas voir les mauvais côtés de Skylar car il a extrêmement peur d'une déception. Shan dans cette scène lui explique justement que ce sont ces petites imperfections qui te permettent de t'attacher encore plus à la personne que tu aimes, chose que Will découvre à travers les anecdotes de couple de Shan. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful idiosyncrasies. You know, she used to fart in her sleep. Oh, God. She woke herself up. Oh, Christ. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most. Not perfect sport. But let me save you the suspense. This girl you met, she isn't perfect either. D'ailleurs, petite anecdote de tournage, Robbie Williams était en totale improvisation pendant cette scène. Et le rire de Matt Damon est réel. Il rit vraiment à la blague de Robin Williams. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir les regards de Matt Damon fixant l'équipe technique qui se trouvait juste derrière Robbie Williams, pour savoir si effectivement il s'agissait d'une réelle blague de tournage ou si c'était vraiment une improvisation. Il indique en plus de cela une vérité qui va faire prendre un tout autre sens de la vision de l'amour. C'est d'ailleurs parce que Shan se dévoile à Will que ce dernier, petit à petit, se dévoile à son tour à Shan et aux spectateurs du film, contrairement aux autres psys du film qui cherchaient inexorablement à pénétrer dans la psyché de Will. C'est à travers les paroles de Shan que Will se tourne naturellement au développement de sa relation amoureuse avec Skylar, mais c'est en prévoyant l'avenir que les démons de Will surgissent et le bloquent dans sa propre émancipation psychologique. Skylar souhaite que Will parte avec elle en Californie, laissant ainsi toute sa vie et tous ses amis à Boston. Mais Will se braque et n'ose pas délaisser l'ensemble de sa vie par peur que sa relation avec Skylar prenne fin in fine. Will a beaucoup de mal à faire confiance, sachant que les personnes qui étaient censées prendre soin de lui ne l'ont que traumatisé psychologiquement et physiquement. Ayant beaucoup de mal à renouer, surtout à s'investir dans des relations amoureuses intenses, Will repousse les gens comme nous le montre cette scène télé de dispute entre ce dernier et Skylar, qui dégénère et qui se conclut par un terrible « qui met subitement fin à la relation et qui met Skylar dans un état pas possible. Pour les plus gamers d'entre vous, et j'en ferai des analyses de jeux vidéo sur cette chaîne pour info, cette scène me fait énormément penser à la scène pour les connaisseurs de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Où le protagoniste Raiden se rappelle de l'ensemble de ses souvenirs d'enfant soldat et de tous ses traumatismes, aux côtés de sa petite amie Rosemary. Lors d'un appel codec, une sorte d'appel radio, Rosemary révèle toute sa bienveillance en montrant à Raiden que malgré les traumatismes qu'il a subis plus jeune, qu'elle sera toujours présente pour lui, et ce, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il a pu subir lors de son enfance, elle ne le juge pas pour ce qu'il est exactement, comme Skylar. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. Mais Raiden se braque également et met fin à la relation au même titre que Will. C'est exactement la même scène que dans Good Will Hunting ici. Will a peur, très peur de s'investir dans une relation amoureuse par peur d'aimer sans avoir d'amour en retour, chose qu'il a vécue lors de son enfance. Je n'ai personnellement pas subi de stress post-traumatique et j'espère ne jamais en subir, mais je n'imagine pas la douleur et la difficulté des personnes ayant subi ce genre de trauma pour se livrer totalement nu à sa moitié. C'est quelque chose de très complexe à gérer. C'est d'ailleurs dans cette scène qu'on remarque les horreurs que Will a subies à travers ses propos lorsqu'il craque complètement face à Skylar. That I'm a fucking orphan? No, you don't want to hear that. No, you don't want to hear that. You don't want to hear that I got fucking cigarettes put out of me when I was a little kid. That this isn't fucking surgery, that the motherfucker stabbed me. You don't want to hear that shit, Skylar. On remarque aussi la fragilité de Will lorsque ce dernier tente de se défendre en essayant de repousser Skylar ou en la jugeant par rapport à l'héritage très conséquent qu'elle a reçu suite au décès de son père. Mais chaque réponse de Skylar, synthétique et courte, met à mal la dialectique de Will. C'est quand Will est d'ailleurs dos au mur que sa surconfiance s'effrite. Skylar, juste en une phrase, résume le mal-être de Will dans sa relation, en lui disant qu'il a peur d'elle, peur que Skylar ne lui rend pas son amour. Don't put your shit on me when you're the one that's afraid. I'm afraid. What am I afraid of? What the fuck am I afraid of? You're afraid of me, you're afraid that I won't love you back. You know what? I'm afraid too.
Vous l'avez bien compris, le problème majeur de Will est son passé, ainsi que le traumatisme qu'il a subi lorsqu'il n'était qu'un simple enfant. L'acceptation de soi vient surtout de l'acceptation de son passé, de ce qu'on est réellement et de ce qu'on a subi, mais c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire lorsqu'on a subi un traumatisme. Les affaires judiciaires, les petits crimes qu'a commis Will ne sont que des prétextes, ce n'est qu'un mécanisme de défense par rapport à ce qu'il a subi. Sinon, comment justifier le fait qu'il se fasse battre par des personnes qui sont censées l'éduquer et l'aimer, si ce n'est par rapport au fait qu'il commet véritablement des crimes ? Sinon, rien n'aura de sens réel. Lorsqu'une personne subit des choses terribles de son passé, il est inconcevable pour le cerveau de dire qu'on a subi tout ça par manque de chance ou parce que les personnes qui nous font subir ce genre de traitement sont foncièrement mauvaises. Le mécanisme de défense psychologique de Will ici suppose qu'il a subi ce qu'il a subi, car c'est une personne qui ne respecte pas la justice ainsi que la société dans laquelle il se trouve, comme nous l'indique un juge lors d'une scène au tribunal où on aperçoit ses multiples récidives passées dans son casier judiciaire. Malheureusement, sans l'acceptation du passé, il nous est impossible de se tourner vers l'avenir, comme nous l'aimons cette scène lorsque Sean pose une simple question à Will sur son avenir et sur ce qu'il souhaite faire plus tard. Will n'a pas la moindre réponse à cette question, se braque comme un enfant et rage quitte complètement car il n'a pas la moindre réponse à cette question. À ce moment-là du film, la scène avec Chucky dans son lieu de travail est très belle aussi et un gage de motivation pour Will. Il n'est pas question ici de lui cacher son génie en traînant avec ses potes et faire un métier qui ne lui plaît pas. Comme dit Chucky, Will a juste trop la frousse pour tenter l'aventure, s'émanciper et connaître la vie, mais très compliqué pour une personne ayant subi un traumatisme de s'émanciper de tout ça. La loyauté est primordiale pour lui car personne ne l'a aidé plus jeune, autre que ses amis, quitte à rester sans arrêt avec eux, faire les mêmes métiers qu'eux et cacher son potentiel entre guillemets. Mais il fait tout ça car la loyauté est quelque chose de primordial et c'est très bien pour lui. Ce n'est lorsque Chucky lui indique qu'il ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller chez Will et qu'il n'y ait plus personne. Que Will soit parti sans dire au revoir. La scène de dispute entre le professeur Lambeau et Sean nous permet de mieux comprendre la psyché de Will. Tout est dans cette scène, où les deux visions pour l'avenir de Will se confrontent. Le professeur Lambeau souhaite que Will révèle son plein potentiel et qu'il se fasse violence lui-même, en ignorant ses problèmes intérieurs, car le plus important c'est le potentiel qu'a Will et donc sa contribution pour le bien commun de l'humanité. Et d'un autre côté, Sean, qui perçoit l'ensemble des problèmes psychiques liés au trauma passé de Will, et que si ces derniers ne sont pas traités, Will rejettera toujours les autres par peur de se faire trahir, comme il a été par le passé par les personnes qui sont censées l'aimer lorsqu'il était enfant. Et nous arrivons au point culminant du film, la fameuse scène du « It's not your fault » de Sean Maguire à Will Hunting, la vraie acceptation du passé de Will et du trauma qu'il a refoulé au plus profond de son être, qui est caractérisé par ces 4 petits mots « It's not your fault ». En entendant ces mots, Will voit à travers Sean la réalité du traumatisme qu'il a subi, de l'anormalité de la chose, puisque pour lui tout ce qu'il a vécu était cohérent dans la mesure où il pense avoir mérité tout ça, son principal mécanisme de défense face à ce traumatisme. Or, il se rend compte à travers ces 4 petits mots de Sean « It's not your fault » que non, Will ne méritait en aucun cas ce traitement. Et son mécanisme de défense psychologique lié à la gestion de ce traumatisme s'effondre inéluctablement. Sa réaction face à la réalité de l'horreur qu'il a subie est véritablement poignante et la performance d'acting exceptionnelle de Matt Damon illustre le génie de cette scène. Terrible, touchante et magnifique à la fois. Will se prend désormais en main, il planifie son avenir et sait désormais ce qu'il veut réellement. Le spectateur assiste ici à la renaissance d'un homme ayant subi des choses terribles mais qui réussit petit à petit à se reconstruire et à vivre pleinement de sa vie. Pareil pour Sean qui décide de ne plus vivre dans le passé, dans les remords de la perte de sa femme et par voyager pour découvrir le monde. Un jour, Chucky se rend chez Will et par le plus grand des plaisirs se rend compte qu'il n'y a absolument personne comme il l'a souhaité. On le devine à partir d'un magnifique et chaleureux sourire. Vous avez gagné le prix. Arrête de sourire. Moi j'ai respecté, vous savez pourquoi? C'est ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois Parce normal, que vous avez eu un long... On apprend par la suite dans une lettre lue par Sean et écrite par Will que ce dernier ne se rendra finalement pas à l'entretien d'embauche organisé par le professeur et qu'il vivra passionnellement une histoire d'amour aux côtés de Skyler en Californie. C'est donc à partir de sa voiture / tondeuse à gazon offerte par ses potes pour son anniversaire. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Et Will se rend en Californie pour définitivement tourner la page de son passé en l'acceptant et vivre pleinement l'amour aux côtés de Skyler en Californie. J'ai personnellement adoré ce film. Voilà, c'est dit. Il faut savoir que j'avais vu Good Will Hunting lorsque j'étais au lycée la première fois et je ne pense pas que j'avais toutes les clés pour comprendre ce film. Ce n'est qu'après quelques années de maturité, oui, mais aussi grâce à la compréhension de certaines autres œuvres, comme par exemple Silent Hill 2, qui est un véritable chef-d'œuvre et qui ressemble légèrement à ce film dans la forme, mais qui va beaucoup plus loin dans le scénario et avec l'aspect interactif en plus.
Je ferai peut-être une vidéo d'analyse, qui sait. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace des commentaires. Il s'agit de ma toute première réalisation sur internet, donc j'ai bien conscience que beaucoup de choses peuvent être perfectibles. Je vous lirai avec beaucoup d'intention. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre analyse.